Bonjour à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien, j'espère que vous avez attendu patiemment cette vidéo qui arrive, oui, pas forcément avec avec un peu de retard, mais en même temps, il y a eu la Coupe du Monde féminine de football, ce qui, voilà, m'a fait prendre un peu de retard, mais la vidéo était prévue, la vidéo est là, ce grand bilan du Tour de France, et grand bilan, grand débrief de ce Tour de France, grand conseil de classe. On va noter toutes les équipes avec des notes. Bilan de ASO également. Classique à Saint-Sébastien en fin de vidéo. Ça a été réclamé dans les commentaires. C'est fait. En sachant que je vais essayer de faire le Tour de Pologne et le Tour de l'Ain, mais pour l'instant j'ai pas vu les premières étapes parce que j'ai pris un peu de repos, on va dire cyclisme, pendant 2 jours. J'ai juste vu le sprint de la première étape du Tour de Pologne, j'ai vu les 5-6 derniers kilomètres de la première étape parce que la chaîne L'équipe les diffusait pendant la pub du foot. Donc on va revenir un petit peu parce qu'ils diffusent une course, mais je sais pas comment ils diffusent la chaîne L'équipe, c'est toujours le bordel. Bon, mais ça sera l'objectif, plus les championnats du monde à partir de jeudi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Est-ce que vous trouvez que j'ai été trop sévère? Je pense que j'ai été beaucoup plus sévère que d'autres, parce qu'il faut savoir que j'ai fait mes notes à l'aveugle. Alors, j'ai vraiment fait mes notes et après j'ai regardé sur d'autres sites qui faisaient un peu des notes comme ça. J'ai vu que sur ça, j'ai été plus sévère que d'autres personnes. Vraiment au niveau des notes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne EPS 2.0 sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Vous avez également TikTok, le débrief juste après l'arrivée. Peut-être que je vais faire également des shorts, enfin des vidéos de TikTok plus courtes avec les actualités, l'actualité de la journée. Peut-être en 60 secondes. L'info du jour, c'est pas encore en place, mais ça sera peut-être en place après la Coupe du Monde de foot ou peut-être pendant la Coupe du Monde de foot féminin. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, on commence tout de suite avec ce Tour de France. Et si vous avez les moyens que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks également. On commence avec ces notations, avec le bilan d'ASO. Bilan de l'organisation sur ce Tour de France. Est-ce que j'ai trouvé que c'était bien organisé? Est-ce que j'ai des choses à redire? J'ai toujours des choses à redire. C'est mon côté perfectionniste. Eh bien, je commence avec ASO, 8 sur 20. Pourquoi 8 sur 20? Parce que trop de soucis d'organisation. 2 fois les motos. C'est pas normal. C'est pas normal que la course ait été bloquée 2 fois par les motos, une fois Pogacar et une fois Vingegaard, mais il y a eu Pinot et d'autres coureurs qui ont été bloqués à cause d'une mauvaise gestion du public, parce que mauvaise anticipation. En fait, le Granon, c'est pas très large, tout simplement parce que c'est une piste cyclable. La fois où on a fait le Granon, c'était Covid. Donc il n'y avait pas grand monde sur le Tour de France 2020. En plus, c'était Covid et c'était mois de septembre. Donc il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas en vacances. Donc c'était quand même plus les fans de cyclisme qui étaient venus en 2020. Il aurait fallu anticiper et réfléchir un petit peu qu'on était dans la même situation qu'en Puy-de-Dôme et qu'on ne pouvait pas accueillir autant de public et qu'il fallait restreindre l'accès du public. Alors on aurait pu interdire, comme on a fait au Puy-de-Dôme, c'est quand même un peu tristoun. On aurait pu contingenter également le public, en sachant que je crois qu'il n'y avait qu'une entrée, une voie d'accès à cet endroit-là. Donc on aurait pu dire qu'il fallait se pointer un jour avant. Déjà, beaucoup de gens ne seraient pas venus. Ou le matin même, qu'à 10h, la route était fermée, par exemple, et qu'on s'arrêtait à 10 000 ou 15 000 personnes à cet endroit-là, ce qui aurait peut-être limité les soucis. Mais je trouve qu'il y a une mauvaise anticipation, et c'est à ASO d'anticiper le public. C'est à ASO de gérer ça. Et ensuite, les motos doivent être gérées par la régulation. Mais déjà, avec la caravane, il y a eu des soucis avec le public, les caravanes et les voitures. Donc, on aurait pu anticiper, on aurait pu s'adapter à cette situation-là, sauf que les mecs d'ASO ne se sont pas adaptés à cette situation-là. C'est quand même fou, vu le nombre de voitures qui passent avant la course, de pas s'être dit, ça ne va pas le faire avec le peloton. Je trouve ça incroyable. Donc, mauvaise anticipation.
Mauvaise réalisation télé, qui est quand même due à l'organisation, parce que c'est l'organisation quand même qui accepte que ce soit Anthony Forestier qui réalise le Tour de France. Si le Tour de France veut pas que ce soit Anthony Forestier qui réalise le Tour de France, ce sera pas Anthony Forestier qui va réaliser le Tour de France. Avec une réalisation qui est catastrophique, aucun écran splitté, des actions très mal filmées. Wout Poels, on n'a pas vu sa victoire, c'est un manque de respect total. Des groupes des fois qui étaient même pas filmés. En fait, à part le Puy-de-Dôme, vraiment le final du Puy-de-Dôme qui était bien filmé, et encore, enfin bien filmé, et encore, c'est vite dit, parce qu'on ne sait pas où attaque Woods, on ne sait pas où attaque Pierre Latour. Donc non, oui, même là déjà il y a un problème. Il y a eu plein de soucis, vraiment de plans de caméra, d'actions qu'on ne comprenait pas, des problèmes aussi avec les synthés à l'écran, où à un moment on nous met que c'est le groupe Ben O'Connor, sauf que Ben O'Connor est déjà rentré dans le peloton, je sais plus, il y a eu un imbroglio à un moment avec ça, enfin c'était un bordel monumental. Je trouve aussi que du côté du bilan de la SO, on attend toujours l'hommage à Peter Sagan et à Thibaut Pinot, de la part d'ASO. C'est quand même fou que un fan club de Thibaut Pinot plus la Fédération française de la loose ait mieux géré Thibaut Pinot et créé une vraie célébration sur cette dernière étape pour Thibaut Pinot que ASO. Quand même fou que ASO n'ait pas été foutu de le faire. Et c'est quand même fou qu'ils aient mieux géré le public que ASO. Parce que c'était un monde de fous sur cette étape-là. Bon. Et Sagan, oui, on attendra l'hommage envers Peter Sagan, qui a quand même enchaîné les maillots verts, qui a fait le spectacle. Alors moi, je suis pas un super fan du comportement de Sagan. J'ai toujours eu du mal avec ce côté un peu je m'en foutiste, un peu, bon, t'as l'impression qu'il est à l'ouest, mais on ne peut pas dire que Sagan n'a pas marqué le cyclisme. Voilà. Et Peter Sagan, il a marqué le cyclisme, donc ne pas lui rendre un hommage, et il a marqué l'histoire un peu de ce Tour de France quand même, ne pas lui rendre hommage, ouais, je trouve ça un peu triste. Voilà, je trouve ça pas bien. Par contre, en plus, du côté d'ASO, le parcours que j'ai énormément critiqué, au final, il n'était pas si mauvais que ça. Mais bon, 8 sur 20 pour moi de la part d'ASO, parce qu'il y a eu trop de soucis d'organisation sur ce Tour de France, trop de soucis qui auraient dû être anticipés en amont. Et je parle même pas du Tour de France Femmes, avec la chicane à Blagnac où on passait sur le tram, et les motos qui frôlaient les coureuses. Hein, là aussi, on a vu du haut niveau du côté d'ASO. C'est de moins en moins bien organisé. Quand l'organisation d'ASO se rapproche de l'organisation du Giro, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un sacré problème quand même. Et plus l'arrivée de l'étape de Bayonne, qui était complètement à chier aussi. Le sprint avec des balustrades qui étaient mal placées. À Bordeaux, c'était mal placé aussi du côté des balustrades. On est quand même passé dans une zone qui était en travaux aussi. Bon, à un moment, c'est un peu problématique, je trouve. On passe aux équipes. Première équipe. Alors, je fais en ordre décroissant. La pire note versus en ordre croissant plutôt, de la moins bonne note à la meilleure note. Moins bonne note, la DSM. J'ai décidé de mettre 1 sur 20. Équipe qui a perdu son leader, Romain Bardet, pendant ce Tour de France. Mais équipe qui a été à l'ouest. Sur la fin de ce Tour de France, ça a été très compliqué pour DSM, qui est quand même l'équipe qui a marqué le moins de points UCI, seulement 260 sur les 3 semaines de course. En comparaison, 260, c'est 20 fois moins quasiment que UAE et Jumbo. C'est 10 fois moins que Bahreïn. Donc il faut bien avoir ça en tête. C'est 2 fois moins que Arkea. Voilà. Donc, au niveau de la part de la DSM, ça a été la fête du slip, et seulement 12 000 euros d'argent récupéré. Avec une équipe qui a fini à 7 coureurs,
seul Romain Bardet a abandonné. Mais tout le monde avait l'impression que c'était la fête du slip. Alors certains m'ont marqué dans les commentaires, que notamment sur le contre-la-montre. Alors sur le contre-la-montre, ça a été la fête du slip avec 2 chutes, des départs en retard. Enfin, c'était du n'importe quoi. Mais certains m'ont expliqué que sur l'étape, l'avant-dernière étape, les mecs ont failli partir en retard. Parce qu'ils étaient en train de faire limite la fiesta dans le bus. Je trouve que ça, c'est un manque de respect total envers le Tour de France. Donc en plus, pour la DSM, j'ai mis Romain Bardet qui a donné son maximum. C'est le seul truc de positif qu'on pourrait noter du côté de la DSM, c'est Romain Bardet. Et qui, quand il a abandonné, a laissé un grand vide à sa formation. Il était 12e, il aurait pu finir 10e du Tour de France s'il n'avait pas chuté. En flop, collectif faible. C'est vrai que pour une équipe World Tour, c'est quand même pas un gros collectif qui était emmené au départ, avec un sprinter absent. Sam Welsford, pardon, pas Max. Sam Welsford qui a été absent pendant ces 3 semaines de course. Voilà, il n'y a pas eu de résultat notable pour Sam Welsford. Souvent très mal emmené, il faut le dire. De Kolb, on se demandait à quoi vraiment il servait. Et puis, il y a eu un peu Wehrmacht, l'américain sur la dernière semaine, mais bon, même du côté de la montagne, Alex Edmondson ou Chris Hamilton, ça a quand même pas été foufou non plus sur ces 3 semaines de course, donc ça a été très compliqué pour la DSM. Et puis je trouve un manque de respect sur la fin de course, où c'était la fête du slip, où il y avait un gros manque de professionnalisme dans cette formation, donc c'est pour ça que j'ai mis 1 sur 20. La Movistar, 2 sur 20. Pourquoi j'ai été aussi sévère avec la Movistar? Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de chance. En flop, il y a eu l'abandon de masse. Dès le premier jour, ça a été compliqué. Mais quand même, du côté de la Movistar, on était parti sans sprinter. Bon, ça, c'était un choix. Il y avait Alex Aramburu, mais qui n'est pas un véritable sprinter et qui a quand même été peu présent. Une équipe qui a quand même perdu 4 coureurs sur ce Tour de France. Pedrero, Guerrero, Jorgensen et Enric Mas. Et sur les derniers jours de course, c'était quand même très discret, que ça soit Aramburu, Gorka Izagirre, Mühlberger ou Nelson Oliveira. C'était pas foufou. Moi, ce que je noterais, c'est pour ça que j'ai mis 2 sur 20, c'est comme la place de Jorgensen. Comme la place... c'est même pas la place de Jorgensen au final, au Puy-de-Dôme, mais j'ai mis 2 sur 20 pour Jorgensen au Puy-de-Dôme, qui s'est donné à fond, qui a fait un sacré numéro ce jour-là. C'est dommage qu'on ne l'ait pas vu en 3e semaine. Et puis c'est un peu la seule chose de positive du côté de la Movistar. Sinon, à côté, ça a été très discret. Et puis en flop, moi j'ai mis qu'on ne s'était jamais vraiment remis de l'abandon d'Enric Mas le premier jour, qu'on n'a jamais réussi à se remettre la tête à l'endroit. On n'a pas tenté énormément d'échapper au final du côté de la Movistar. Bon, c'est un petit peu dommageable de ce côté-là. On poursuit avec Astana. J'ai mis 4 sur 20 pour Astana. Alors, en positif, ce que je noterais, c'est Cavendish. Cavendish qui a fait un bon Tour de France, malgré un train où il y avait, on va dire, Chesbol et Luis Leon Sanchez. Il n'y avait pas grand monde pour aider Mark Cavendish. Donc je trouve qu'il s'en est très très bien sorti. Et on avait l'impression qu'il avait du plaisir à être sur le vélo. Cavendish, quelquefois, on l'a vu un peu tristoun sur son vélo. Là, il avait du plaisir à faire ce Tour de France. C'est sûr que le Tour de France a changé quand Cavendish est tombé sur l'étape de Limoges. Surtout qu'ils avaient déjà perdu Luis Leon Sanchez précédemment. Ils ont perdu également David de la Cruz. Et puis un Lutsenko qui a été en difficulté sur tes 3 semaines de course. Donc moi, ce que j'ai aimé, c'est Cavendish au top. Qui a failli faire un énorme résultat à Bordeaux et a failli battre le record d'Eddy Merckx. Et puis en flop, des coureurs pas au niveau. Alors Lutsenko qui a traversé ce Tour de France en étant complètement à la dérive. On ne l'a jamais vraiment vu performant, même dans les échappées, il était lâché très tôt. On l'a vu lâcher parfois avant Julien Lafilippe, c'est pour dire. Et puis Fedorov
qui a été inexistant par exemple, David de la Cruz qui a abandonné mais qui n'a pas été très présent non plus, Gianni Moscon pas là. On peut noter aussi en belle perf, c'est Terrada aussi au Puy-de-Dôme, c'était pas mal ce qu'a fait Terrada sur certaines étapes, mais je dirais que ça a été quand même très très compliqué du côté d'Astana sur ce Tour de France, mais en même temps on ne s'attendait pas non plus à un miracle et bon, ça a été une course compliquée. Alors j'avais oublié de dire pour Movistar, mais Movistar avait récupéré 18 690 € et 570 points UCI, c'était la 18e équipe dans ce classement. Du côté d'Astana, eh bien c'est 615 points UCI, donc c'est 15e au niveau du classement dans ce classement-là. Et puis Astana, c'est 24 580 € récupérés en prime de course, ce qui est la 20e équipe sur 22 dans ce classement. Mais voilà, dommage ces coureurs qui n'ont pas été au niveau parce qu'il y avait un terrain propice quand même aux échappées. Donc si on avait eu un Lutsenko à son véritable niveau, je pense qu'ils auraient été en capacité d'aller chercher une étape. 4 sur 20 également pour une deuxième formation. C'est l'équipe Intermarché. Intermarché qui a récupéré 26 460 €, 19e équipe au niveau de ce classement. Et 445 points UCI, c'est la 20e équipe au niveau des points UCI sur ce Tour de France. Ça a été un Tour de France très difficile pour Intermarché. Je dirais les points positifs pour Intermarché, c'est Guilhermet à Bordeaux. C'est peut-être le seul sprint qui s'est bien déroulé pour Binyam Guilhermet. Très mal emmené, pas de confiance dans son train du côté de Guilhermet, pas véritablement Tennyson, Adrien Petit n'ont pas vraiment eu le rôle de poisson pilote. J'ai l'impression qu'il n'avait pas confiance en Tennyson et qu'il n'était pas à l'aise, surtout Guilhermet, il n'arrivait pas à frotter. Ça, c'est un problème pour le coureur érythréen. Mais il y a eu quand même un bon résultat à Bordeaux. Zimmermann aussi dans les échappées, s'il y a un point positif à retenir, c'est que Georg Zimmermann a été très intéressant dans les échappées. Ça a été un coureur qui était bon sur sa forme du Dauphiné, c'était pas mal. En flop, mauvaise organisation pour le sprint, c'était toujours le bordel. C'est une équipe qui ne sait pas emmener un sprinter. On l'avait déjà vu avec Christophe l'année dernière, c'était pas foufou, mais là c'était vraiment un calvaire. Meintjes, même s'il a abandonné lors de la chute sur l'étape 14, au final Meintjes, ça a été un calvaire aussi sur ce Tour de France parce qu'il avait déjà perdu beaucoup de temps et qu'il n'était pas véritablement dans le bon tempo. J'avais l'impression qu'il n'était pas au top de sa condition, Meintjes. Pas beaucoup de présence dans les échappées et de toute manière, à part Zimmermann, quand ils ont été dans les échappées, souvent ils ont été lâchés assez vite. Et puis, en fait, ce Tour de France d'Intermarché, il confirme ce que je dis depuis quelques temps. Cette équipe a démarré très fort en janvier et depuis mars, elle est en difficulté. Il y a eu très peu de grands résultats depuis mars pour cette équipe Intermarché. Bon, on ne sait pas trop pourquoi ça se passe mal. Et puis en dernier flop également, Rui Costa et Calmejane qui voulaient un petit peu se relancer en allant dans cette formation. Bon, pour l'instant, c'est pas vraiment une réussite de ce côté-là, du côté d'Intermarché. On poursuit du côté des flops avec la Groupama FDJ que j'ai mis à 7 sur 20. Du côté de la Groupama FDJ, donc je suis plus méchant, notamment que Dico du Sport. Pour ceux qui veulent voir d'autres débriefs de ce Tour de France. En fait, la fin de Tour de France ne compense pas les 2 premières semaines et demie qui n'ont pas été sensationnelles de la part de la Groupama FDJ. On a un bon dernier week-end, ça c'est clair et net, avec Thibaut Pinot, mais même avec Madouas. C'est vrai que le dernier week-end a été très bon. A été intéressant. Avec une formation qui s'est vraiment démenée pour aider le Français à aller chercher son étape et qu'il a animé quand même l'avant-dernière journée de course. Mais sinon, le reste, c'était pas bon. Alors Gaudu, certes dans le top 10, mais bon, à des années-lumière des top coureurs, qui a été décevant, qui était en retrait par rapport à l'année dernière. Mais il me semble-t-il une préparation physique qui n'a pas été performante. On a changé trop de choses dans l'approche de ce Tour de France qui n'ont pas marché.
C'est pas top de vouloir faire autant de changements dans une préparation de Tour de France. Une équipe qui a été trop discrète pendant plus de 2 semaines. C'est-à-dire qu'il a vraiment fallu attendre la 3e semaine pour voir un peu des Groupama dans les échappées. Mais sinon, c'était très discret, avec des coureurs qui n'étaient pas au niveau. En dehors de Gaudu, Madouas, on ne l'a pas vu, par exemple. Kung, on ne l'a pas vu également. Donc ça a été très compliqué pour cette formation. Et oui, une équipe que j'ai trouvée bien trop discrète, qu'on attendait mieux. Voilà, on attendait mieux. Kevin Geniet, on l'a vu un peu aider David Gaudu, mais c'était pas... Enfin, comme Gaudu était en difficulté, c'était compliqué également pour Geniet, qui aurait mérité de prendre des échappées. Olivier Legac, je comprends absolument pas sa sélection sur le Tour de France. Je trouvais pas au top de sa forme. Lars Vandenberg, il n'a pas apporté énormément. Enfin, à part sur une étape, mais sinon il n'a pas eu un apport énorme. Bon, Quentin Paché a fait du bon boulot, c'est vrai. Comme Geniet, je dirais plutôt du bon boulot. Pinot, c'était pas mal, hein, vraiment sur ce Tour de France, et il finit 11e, ce qui montre quand même une belle condition physique. Mais sinon, je trouve que le reste, ça a été compliqué pour Groupama. Puis ce que j'ai pas aimé aussi, c'est cette attitude de Marc Madiot, de Philippe Mauduit, enfin de tout le staff de la Groupama qui nous disait « Mais vous allez voir, ils vont partir en échappée, alors que tu les voyais pas aller en échappée du tout, qui nous promettaient quelque chose d'exceptionnel alors qu'ils savaient qu'ils s'étaient plantés. Donc j'aime pas quand on prend les gens pour des cons. J'aime pas vraiment ça, et je trouve que du côté du staff de la Groupama FDJ, on a pris le public un peu pour des couillons. Mais voilà, oui, du côté de la Groupama, ça n'a pas été sensationnel. Il n'y a pas de victoire d'étape. Une 9e place, c'est un bilan un peu trop léger, me semble-t-il, pour la Groupama qui avait des grandes attentes. On passe à Arkea. 8 sur 20 pour Arkea. Une équipe qui a été présente dans les échappées, c'est vrai, qui a animé les échappées, avec un Warren Barguil qui a bien fini ce Tour de France, même si la première partie de course avait été compliquée pour Warren Barguil. Un Mozzato qui était en première semaine à sa place sur les sprints, il a eu un peu plus de mal ensuite sur le Tour de France. Mozzato, il n'a pas forcément toujours trouvé l'ouverture. Mais voilà, une équipe Arkea qui, je trouve, était à sa place. Mais le problème, c'est que ça mérite qu'un 8 sur 20, parce qu'on a un collectif qui n'a pas de leader, qui n'est pas forcément d'un niveau World Tour, c'est-à-dire qu'ils ont l'appellation World Tour, mais il leur manque un vrai leader au niveau du général. Pour l'instant, Champoussin, c'est pas suffisant. On l'a vu que sur 3 semaines, il n'a pas vraiment existé, ou de manière trop épisodique, que Barguil ne veut plus être leader, donc c'était un petit peu compliqué, mais ça va peut-être changer dès ce 1er août avec l'arrivée d'Arnaud Démare. Et oui, c'est la nouvelle que était un petit peu un secret de Polichinelle ces derniers jours, qu'Arnaud Démare rejoindrait Arkea jusqu'en 2025, hein, donc c'est un contrat de 2 ans et demi, c'est à effet immédiat pour ceux qui ne sauraient pas. Donc dès aujourd'hui, Arnaud Démare est un coureur Arkea, hein, ils ont fait la même chose qu'avec Dylan Tuns l'année dernière, qui avait changé d'équipe au mois d'août. La victime collatérale, c'est Pomon Nomar, qui voit son contrat cassé en cours de saison. Le jeune Ukrainien qui devrait rejoindre une équipe italienne. Alors, on ne sait pas si c'est une équipe continentale ou une Conti Pro pour l'année prochaine. Est-ce que ça sera Eolo Cometa, Bardiani ou une autre formation? On n'a pas trop d'informations. Ou Coratec du côté de Ponomar, et avec un Arnaud Démare qui viendra l'année prochaine avec Scottson. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Scottson rejoint Arkea et il devrait y avoir du monde autour d'Arnaud Démare pour bien lancer les sprints. Donc ça, c'est intéressant. Il y a quand même des rumeurs au niveau de Warren Barguil, on ne sait pas trop, qui quitterait Arkea. Ça, on ne sait pas vraiment. Et on sera à la recherche d'autres coureurs, hein, toujours pour Arkea, pour gonfler ce collectif. C'est important à Arnaud Démare parce que Arkea n'a pas pris beaucoup de points. Alors c'est vrai que j'ai oublié de parler de Groupama. Groupama, sur ce Tour de France, ils ont pris
Donc 1090 points, ils sont 11e. Arkea a pris 510 points seulement, donc ils sont 19e dans ce classement, en sachant qu'ils avaient déjà pas mal de retard. Et Arkea, au niveau argent, ils ont pris 30 580 euros. Et la Groupama a pris 39 320 euros. Donc la Groupama est 13e et Arkea est 16e à égalité, même 17e pardon, avec cette somme donc de 30 580 euros de récupérer, 17e pour le team Arkea Samsic. Mais encore une fois, un collectif sans leader, ça manque d'un niveau World Tour. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner avec Arnaud Démare, qui ne devrait pas faire la Vuelta. Arnaud Démare, il va faire plutôt le tour du Benelux, notamment dans son programme de course qui est prévu selon les infos données par Cam. Il ne devrait pas faire la Vuelta pour le moment. Le coureur français qui rejoint donc Arkea, qui quitte la Groupama FDJ où il était depuis le départ. Et on va voir si le duo avec Boigny, comment ça va se goupiller avec Boigny. Est-ce que ce seront deux leaders au sprint, ou est-ce que Boigny va travailler pour Arnaud Démare dans le futur, et est-ce que Boigny sera dans le train d'Arnaud Démare? Ça, c'est encore des questions où pour l'instant nous n'avons pas de réponse. Nasser Boigny qui est en ce moment sur le Tour de l'Ain. On continue avec les équipes qui ont un peu floppé. EF Education Easy Post, 8 sur 20. Alors c'est une équipe que j'avais notée un peu plus haut, et puis ensuite j'ai regardé le nombre de points UCI qu'ils ont récupéré, EF. Et ils n'en ont pas récupéré beaucoup sur ces 3 semaines de course. EF, c'est seulement 310 points, c'est-à-dire c'est seulement 50 points de plus que la DSM. Ils sont 21e, ils ont récupéré moins de points que Total Energy, qu'Intermarché, que Uno X. C'est une équipe qui n'a pas été très prolifique en termes de points. En termes d'argent, EF, c'est seulement également 28 530 euros. C'est la 18e étape dans ce classement. C'est une équipe qui a lancé beaucoup de mouvements de course qui sont rarement allés au bout. C'est-à-dire qu'en deuxième semaine, troisième semaine, ils ont rarement eu de la réussite. C'est-à-dire que notamment Nelson Poles a énormément attaqué en début de journée. C'est pour ça que moi je disais qu'il pouvait faire partie des coureurs parmi les coureurs qui seraient dans le super combatif de Tour de France, parce que pour moi il a voulu créer énormément de mouvements, mais qui n'ont pas souvent créé des échappées à la fin. C'est-à-dire que Poles, on le voyait énormément attaquer en début d'étape, mais quand le bon coup partait, souvent il n'était pas là. Mais on peut noter quand même en positif que Nelson Poles, avec le maillot à pois sur les 10 premiers jours de course, ça a été très intéressant. Même si sur la 3e semaine, il nous a fait un petit peu de Benoît Cosnefroy, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus beaucoup d'essence au niveau des sockets, que c'était un petit peu compliqué. Et puis James Shaw également, qui a été très intéressant, même si il a... on aurait aimé le voir plus longtemps, James Shaw, voilà, vu qu'il a abandonné. Sinon, dans cette équipe EF, quand on regarde un peu l'effectif, Bettiol, il y avait des étapes qui pouvaient lui correspondre, mais il a lâché assez vite. Kort Nielsen, trop discret. Rigoberto Urán, le poids des ans se fait sentir. André Amador, qu'on a vu quand même dans les échappées, donc c'était intéressant. Et puis c'est aussi une formation qui n'a pas réussi à se remettre de l'abandon de Carapaz. Esteban Chavez aussi, qui a abandonné assez vite, sans avoir montré vraiment le bout de son nez. Donc ça a été compliqué. Voilà pour cette formation EF. Au départ, je l'avais mis plutôt à 12 sur 20 EF. Et puis, quand j'ai vu le nombre de points récupérés, j'ai descendu vraiment la note. En flop également, donc Carapaz, comme je l'avais dit. Et puis, un manque de réussite pour Bettiol. Voilà, et un Kort Nielsen qui était trop discret. Kort Nielsen, lui aussi, il change d'équipe. Il rejoint Uno X avec un contrat longue durée. Uno X qui va faire partie des équipes qui vont recruter énormément. Et tiens, transition toute trouvée, parce que l'équipe suivante, c'est Uno X. 9 sur 20 pour Uno X. Passable, 9 sur 20. C'est le rattrapage au bac. C'était pas facile pour Uno X. Pourquoi? Uno X, c'est une nouvelle formation sur le Tour de France. C'est une équipe qui n'avait jamais fait le Tour de France. Mais en plus, dans son effectif, il y avait un seul coureur, Christophe, qui avait fait le Tour de France dans sa carrière. Et en plus, le staff n'avait jamais participé à un Tour de France quasiment. Dans l'entièreté du staff.
C'est-à-dire qu'il y avait une énorme découverte pour cette formation et la découverte, d'un côté, ils s'en sortent bien parce que vous avez pas mal d'échappées, des places d'honneur avec Johannesson, avec Gregard. Donc c'est pas mal, il y a eu des podiums sur les étapes, il y a eu des points au niveau du classement de la montagne. Tu te dis c'est intéressant. Sauf qu'il y a quand même pas mal de flops. Parmi les flops, les sprints. Christophe Barrestiol, Rasmus Stiller n'ont jamais réussi à s'en sortir avec un Rasmus Stiller qui a été très décevant. Pour moi, pareil du côté du classement général, on s'attendait à un Thorsten Trahen, à un Johannesson, sauf que Trahen, on l'a plus souvent vu par terre que sur son vélo, du côté des caméras de Anthony Forestier. Et puis Tobias Allan Johannesson, au niveau du général, ça a quand même été... c'est un peu faible, voilà. C'est-à-dire que heureusement qu'il y a eu les échappées pour le faire remonter un petit peu au classement. Sinon, c'était un peu compliqué pour Tobias Allan Johannesson. Et au niveau de ce classement UCI, ils ont récupéré 770 points, je crois, de tête. Voilà, 770 points, ils sont 13e. C'est pas si mal, hein, c'est pas catastrophique du côté de la formation UNOX. Et au niveau argent, du côté d'UNOX, on a récupéré 42 920 euros sur ces 3 semaines de course, ce qui les classe 12e, voilà, au niveau du classement. Donc devant Groupama par exemple, hein, au niveau des primes de course, ils ont été présents dans pas mal d'échappées. Mais c'est vrai qu'au niveau du sprint, ça ne s'est pas du tout goupillé correctement. Donc c'est ça qui est dommageable du côté de cette formation UNOX. Je continue avec Quick-Step, 10 sur 20 pour Quick-Step. Qu'est-ce que j'ai aimé du côté de Quick-Step? Julien Alaphilippe qui a tenté pas mal de choses, même si ça a été compliqué. Kasper Asgreen sur 2 étapes qui sauve le Tour de France de cette formation. En fait, heureusement qu'il y a eu Kasper Asgreen. Heureusement qu'il a été là. Parce que sinon, ça aurait été un tour où je l'ai collé avec un 4 sur 20 ou un 3 sur 20. Heureusement qu'il y a eu cette victoire de Kasper Asgreen et cette 2e place qui change la donne complètement sur le Tour de France de Soudal Quick-Step. Mais que ce fut dur pour Soudal Quick-Step sur ce Tour de France. Que ce fut difficile quand même. Avec un Julien Alaphilippe qui ne peut plus jouer le général, mais avec un Julien Alaphilippe qui était nulle part sur les étapes, c'est-à-dire lâché extrêmement tôt sur les étapes sur le plat. Il a pris du plaisir. Bon, il a été combatif, mais il a été lâché extrêmement tôt. Un Jacobsen qui n'a pas fait beaucoup de sprints, mais de toute manière, les sprints qu'il a fait n'étaient pas bons, et ensuite qui a abandonné. Le problème, c'est qu'on n'avait pas de solution de rechange. On n'a pas pris d'Ethan Vermeulen, par exemple. On n'avait pas pris d'autres coureurs qui avaient une bonne pointe de vitesse. Morkov, c'est pas un pur sprinter. Donc Morkov, c'est pas un mec qui s'est frotté... qui a la giclette d'un sprinter. Même s'il vient de la piste, il s'est frotté un Morkov, mais c'est pas un pur sprinter. Et donc, c'était compliqué sur la fin de ce Tour de France. Alors, on a tenté les échappées avec Tim De Klerk, notamment, avec Kasper Asgreen, mais heureusement qu'il y a eu cette fin de course pour Quick-Step, parce que sinon, pour Patoche Lefevere, c'était difficile. Et je me dis jusqu'à quel point la participation de Remco Evenepoel sur la Vuelta, c'est pas aussi pour récupérer des points UCI, parce que pour Quick-Step, ça n'a pas été si grandiose que ça. Alors, c'est pas une équipe qui est en manque de points UCI, sauf qu'ils aimeraient être à un bon classement au niveau des points UCI. Et ils ont fini donc 16e sur ce Tour de France avec 605 points. C'est moins qu'Astana, c'est moins que la Lotto, c'est moins que Cofidis assez largement. Et au niveau des primes de course, Soudal Quick-Step, ils sont 14e du classement avec 37 900 euros. La fin de Tour de France a fait du bien. Et Julien Alaphilippe aussi, en passant notamment en tête, parfois au niveau des sprints intermédiaires. On poursuit avec la Lotto Destiny. J'ai mis 11 sur 20 à la Lotto Destiny. Elle était compliquée à noter, cette équipe. Il y a eu des choses intéressantes, je pense, à Campenart, notamment en 3e semaine, et au Puy-de-Dôme, qui a été très intéressant, qui remporte en plus le prix du super combatif. Ça fait de l'argent pour l'équipe avec Campenart. Van Gils aussi, qui n'a pas été mauvais, je trouve.
mais une équipe qui a été au service d'un Caleb Ewan, mais un Caleb Ewan qui, qui, qui a un peu couru de manière stupide, qui n'a pas été bon dans les sprints et qui avait la tête ailleurs. Et ça n'a pas plu du tout à l'équipe, ce qui a donné une mauvaise ambiance chez l'Auto-Destiny, ce qui a fait que le collectif ne vivait pas bien avec ce poids mort qu'était Caleb Ewan. Je trouve que pour Caleb Ewan, c'est un manque de respect de prévoir son billet de retour du Tour de France sans prévenir déjà ses équipiers et de le faire de cette manière-là. Je trouve que c'est un manque de respect. Et puis, outre le cas Caleb Ewan, donc, qui a raté ses sprints, qui n'a pas été bon, sauf le sprint de Nogaro, hein, du côté de Caleb Ewan, et qui a eu un comportement que je n'ai pas apprécié, eh bien, il y a eu d'autres coureurs un peu trop discrets. Je pense à Florian Vermeersch. On peut se demander même est-ce qu'il y avait un intérêt à prendre Florian Vermeersch sur ce Tour de France. Je pense également à un Frédéric Frison qu'on a peu vu. Voilà, c'est des coureurs qu'on aurait aimé voir un peu plus sur ce Tour de France du côté de la Lotto Destiny. Donc c'est pour ça que j'ai mis un 11 sur 20 pour cette formation. On poursuit avec Israël. J'ai mis 12 sur 20 à Israël. Certains vont dire c'est sévère. En fait, il y a eu des bonnes choses pour Israël. Mais je trouve que c'était un Tour de France qui était moins bien que l'année dernière. Je trouve que le Tour de France 2022 d'Israël était vraiment bon. Et que le Tour de France d'Israël en 2023, il était pas mal, mais juste pas mal. Certes, il y a eu la victoire de Michael Woods au Puy-de-Dôme, qui a très très bien géré son effort, qui a été très très fort ce jour-là. Dommage que ça n'ait été qu'un jour dans ce Tour de France qu'on ait vu Michael Woods. C'est vrai que sur le reste de la course, ça a été beaucoup plus compliqué avec un coureur qui n'a jamais réussi à jouer le général sur un Tour de France. Là aussi, ça serait frustrant parce que c'est un bon grimpeur, il a un bon punch, Michael Woods, mais sur les courses de 3 semaines, ça n'a jamais marché au général. Ce qui a été intéressant également, c'est Chris Neylands, le coureur laiton qu'on a beaucoup vu. On a pris Derek Guy, je dirais pas ça parce qu'on l'avait déjà vu en échappée, Neylands, mais c'est vrai qu'on a cru qu'il pouvait peut-être chercher une étape. Le jour où il tombe avec la moto fraîcheur, je pense que c'était quasiment le plus fort du groupe. Donc ça, c'est un petit peu frustrant du côté de Neylands, mais qui a montré des très très bonnes choses. Et puis en flop, du côté d'Israël, Dylan Tunt, bon, depuis son transfert chez Israël, il est inexistant. Mais vraiment inexistant, parce que certains vont me dire oui, mais bon, chez Bahreïn, il n'y a qu'en 2022 où il a gagné la Flèche Wallonne et une étape sur le Tour de Romandie. Avant, il ne gagnait pas. Oui, mais tu le voyais en échappée, Dylan Tunt. C'était un mec qui était très présent en échappée, qui était très dur à rattraper dans les échappées, sauf que là, il a été très discret. Je crois qu'il prend une ou deux échappées où il est lâché assez vite. On est quand même loin du Dylan Tunt, même de l'époque Bahreïn, avant ses victoires. C'est pas exceptionnel. Hugo Hull, très discret, même invisible sur ces 3 semaines de course. Par rapport à l'année dernière, il avait fait 16e de Tour de France. Là, cette année, ça a été beaucoup moins bon pour le coureur canadien. C'est dommageable. Et puis Corbin Strong, je m'attendais quand même à ce que Corbin Strong puisse aller chercher une victoire, une victoire, un top 5, sauf que sur les sprints à plat, on a vu que face à une grosse adversité, c'est pas suffisant, Corbin Strong. Et puis sur les sprints en montée, en fait la plupart du temps c'était des échappées et il n'a pas réussi à prendre les échappées sur ces étapes-là où son équipe n'a pas été en mesure d'aller rattraper les échappées. Donc ce qui a donné ce sentiment qu'on a assez peu vu en fait Corbin Strong sur ce Tour de France.
Pardon, et c'est bien dommageable. Je poursuis avec les équipes qui ont maintenant des notes encourageantes sur ce Tour de France. Et ça commence avec la Total Energy. J'ai décidé de mettre un 13 sur 20 à la Total Energy. Pour quelle raison? Déjà parce qu'il y a eu des belles placettes et on ne s'attendait pas à grand chose à la Total Energy avant le départ du Tour de France. Je trouve que Burgodeau, qui l'année dernière avait eu un Tour de France extrêmement compliqué, il était tombé en début de course, il n'avait jamais eu un bon coup de pédale. Là, il a fait des belles places. Pour en plus un mec qui a eu un début de saison qui n'était pas sensationnel, je trouve qu'il sait très bien. Et puis Pierre Latour au Puy-de-Dôme, qui a fait aussi une belle performance derrière Michael Woods. Burgodeau aussi derrière Woodpulse à Saint-Gervais. C'est vraiment des bons résultats. Après, au niveau du sprint, Sagan qui a été beaucoup trop discret sur ce Tour de France, mais jamais emmené. Il était tout le temps seul. Je me demande même à quoi servait Boisson-Hagen. Parce que il était un peu payé pour ça, Boisson-Hagen. J'ai l'impression sur ce Tour de France, sauf que il n'a jamais fait ce job-là. Turgis non plus en passant. Turgis beaucoup trop discret, alors que ça soit avec Sagan, mais également dans les échappées. On ne l'a pas vu énormément, à part sur l'étape de Limoges, Turgis, de tête. Mais j'aurais aimé un peu plus de la part de Turgis, mais c'est souvent ce que je reproche aux coureurs français sur le Tour de France. Et puis l'abandon de Stef Kras, parce que je pense qu'il y avait un vrai coureur qui était capable de faire un top 10, Stef Kras. Et à cause d'un spectateur qui a eu un mauvais comportement sur le bord de la route, il n'a pas pu continuer sa course. J'espère qu'il a porté plainte, même envers ce spectateur, qu'il a pu porter plainte Stef Kras, parce qu'il faut que ce genre de comportement soit sanctionné. J'ai beaucoup critiqué ASO sur la gestion du public en début de vidéo, mais les mecs qui ne savent pas se comporter en public et qui sont dangereux pour les coureurs, je pense qu'il faut aussi les sanctionner au niveau financier pour qu'ils comprennent bien dans leur petite tête, composée de 2 neurones, qu'une course cycliste, il y a du danger sur une course cycliste et qu'il faut être un minimum intelligent. Voilà, surtout quand je vois des parents laisser des enfants courir comme ça, tout seuls, sur le bord de la route. J'en ai vu encore un sur le Tour de France Femmes. Une fillette comme ça qui était avancée de 10 bons mètres sur le bord de la route, qui devait avoir 5-6 ans à tout casser. Que font les parents de temps en temps? Je me demande. Si vous ne savez pas vous occuper d'un enfant, fallait pas en faire. Sinon, on essaye de tout faire pour que son enfant soit bien éduqué. Et oui, ça demande du temps, mais bon, normalement, quand on veut faire un enfant, on sait que ça demande du temps et que c'est pas facile d'être parent et que ça demande beaucoup d'énergie. Mais du côté de Turgis, trop discret, et puis oui, Stef Kras, dommage. Jayco Alula, 13 sur 20. Pourquoi 13 sur 20? Alors, il y a eu du très bon Simon Yates. Pas de craquance. Il fait 3 semaines de qualité. Il est dans le top 5 du Tour de France. Donc ça, c'est... Alors, oui, j'ai oublié Total Energy. Je l'oublie à chaque fois. Que ça soit Israël et Total. Israël, au niveau de l'argent, ils ont récupéré 37 890 €. Ils sont 15e au classement. Total Energy, donc 36 800 €. Ils sont juste derrière. Et notre équipe Jayco Alula, eux, ils ont récupéré 114 400 €, ce qui fait que c'est la 4e équipe qui a récupéré le plus d'argent. Au niveau des points UCI, Jayco Alula est 4e avec 2130 points UCI. Israël en a récupéré 840, ils sont 12e. Et Total Energy en a récupéré 595, ils sont 17e. Ils en ont récupéré plus que Movistar, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi non plus à récupérer tant de points que ça, vu qu'au général, ils n'avaient personne, Total Energy. Et ça leur aurait permis de récupérer peut-être 200 points, 300 points de plus, avec plus de monde au général et avec un Sagan plus performant. Pour revenir donc à Jayco Alula, du grand Simon Yates, bien entouré aussi, je trouve. J'avais un peu peur au début de ce Tour de France que ça soit un peu léger autour de lui, mais ça a été pas mal, notamment avec une équipe qui arrive au complet également, avec du bon Chris Harper,
dans cette formation. Du bon Lawson Craddock pour l'aider en montagne. En flop, par contre, c'est Groenewegen. Il n'y a pas la victoire. Alors, il a tenté, hein. Il a forcé énormément, mais il n'y a pas la victoire avec, je trouve, un Mesgeck qui n'a pas super bien bossé. Un Durbridge qui, me semble-t-il, était quand même plutôt réservé pour le sprint et qui n'a pas servi à grand-chose non plus. Donc c'est vrai que Groenewegen, j'aurais aimé qu'il en gagne une parce qu'il a quand même pas mal fait rouler son équipe aussi en troisième semaine et ça n'a pas fonctionné pour Groenewegen. Donc ça c'est bien dommageable. Sans étape, voilà, pour le coureur néerlandais. On passe à AG2R. J'ai mis 14 sur 20 à AG2R. On va déjà parler d'Alex Baudin. Alex Baudin qui a été disqualifié du Tour d'Italie. On va essayer d'expliquer pourquoi. C'est le même principe que Quintana l'année dernière. C'est le même produit que Quintana, c'est du tramadol. Qu'est-ce que le tramadol? C'est un produit qui est, je crois, donc un opioïde, hein, qui est un produit donc qui est un antidouleur. Voilà, le tramadol. C'est un antidouleur qui est quand même assez puissant. On n'est pas sur un antidouleur de base, hein. C'est pas un petit sachet d'aspirine, c'est un peu au-dessus de l'aspirine, le tramadol. Alors, ça se trouve assez facilement le tramadol parce que beaucoup de médecins en donnent maintenant. Alors, avec ordonnance, hein, en France, mais c'est vrai que beaucoup de médecins en donnent aux patients. Alors, je ne sais pas pourquoi on donne maintenant plus le tramadol qu'à une époque. Mais beaucoup de médecins donnent du tramadol aujourd'hui sans se rendre compte que, bon, déjà c'est un antidouleur très puissant, donc moi je considère qu'il s'est dopé. Alors même si c'est un produit interdit du côté de l'UCI, mais qui n'est pas interdit pour le moment sur l'agence antidopage, ça sera le cas le 1er janvier. Pour moi c'est un produit c'est un produit dopant parce que ça modifie la perception de la douleur d'un coureur, c'est-à-dire qu'avec du tramadol, vous avez la sensation d'avoir moins mal, donc forcément, ça décuple vos performances, parce que quand tu as pas mal, tu t'appuies plus vite sur les pédales, hein, c'est tout con, mais bon, donc il y a ce problème-là, et surtout, pour moi, le problème le plus important avec le tramadol, c'est que c'est un comportement à risque dans les pelotons, parce que, pour tout vous dire, je connais le tramadol, alors moi j'en ai jamais pris, hein, mais mon père a eu du tramadol, alors c'était pour un problème à la main, je crois, enfin il a eu du tramadol, je sais plus c'était pourquoi, et ma mère, qui a des douleurs d'épaule, s'est dit, tiens, une fois, je vais prendre du tramadol. C'était il y a quelques années, hein, déjà, hein, je vous raconte ça, c'est une anecdote qui a peut-être une dizaine d'années. Et elle devait récupérer ma sœur au lycée. Et ensuite, ma sœur devait faire conduite accompagnée, parce qu'on a tous fait la conduite accompagnée, et tu sors du lycée à 15h, à la campagne ça se passe souvent comme ça, tu as tous les parents qui font faire la conduite accompagnée à leur môme, à cette heure-là. Et ma mère, elle a dit, déjà pour faire, alors moi le lycée il était à 30 minutes de chez moi, pour faire les 30 minutes de route, elle a dit c'était extrêmement compliqué parce qu'elle avait l'impression de s'endormir. Et ensuite, ma sœur a fait la conduite accompagnée, mais en fait, c'était la conduite toute seule, parce que ma mère a dit elle était HS complet, elle était complètement endormie. Donc, c'est-à-dire qu'en sachant ça, ça ne m'étonnerait pas que Baudin, si il avait dû freiner hyper rapidement dans le peloton, il n'aurait pas freiné rapidement. Et ça, je trouve que c'est encore plus dangereux, et c'est encore pire même, que le coup du dopage, parce qu'il a fait prendre un énorme risque à 160 autres coureurs dans le peloton. S'il s'avère que l'échantillon B est positif, parce que je crois que c'est que enfin je sais plus si l'échantillon, c'était pas clair s'il y avait l'échantillon A et l'échantillon B qui étaient positifs au niveau de la disqualification, en sachant qu'il a 10 jours pour faire appel du côté du tribunal international du sport. Ça n'avait pas vraiment marché avec Quintana. Enfin, il n'était pas allé au bout de la procédure Quintana. Mais du côté d'Alex Baudin, je trouve qu'il a pris un énorme risque pour ses collègues du peloton parce que en cas de freinage, il n'aurait pas pu freiner rapidement. Ça aurait pu donc créer un énorme accident à cause du fait d'avoir pris ce médicament-là. C'est pour ça qu'on avait un peu interdit au tout début, on avait interdit certains opioïdes. Au tout début dans le peloton, c'était pas forcément pour le dopage, c'était plus pour la sécurité des coureurs. Et il y a certains coureurs
qui ont eu des gros accidents dans les années 60-70 parce ils étaient chargés d'opioïdes et de drogue. Parce qu'ils n'avaient aucun réflexe dans ce genre de situation. Il y a plus d'un coureur qui a dû arrêter leur carrière dans ce genre de situation. Donc c'est pour ça que ça m'énerve le cas d'Alex Baudin. Et je trouve qu'il y a certains journalistes français qui ont été très gentils avec Alex Baudin par rapport à Quintana, alors que pour moi, AG2R mériterait de casser son contrat aujourd'hui du côté d'Alex Baudin parce que c'est un produit interdit et que pour moi il n'a pas respecté les règles antidopage. Pour moi voilà, c'est un coureur qui s'est dopé, voilà, Alex Baudin. Voilà. On me disait que j'étais gentil avec les gens qui se dopent. Certains qui m'ont quand même reproché ça avec Vingegaard. Pour moi, là, Alex Baudin s'est dopé. Pour moi, c'est du dopage. Donc à partir de ce moment-là, il est dopé, le contrat est terminé, ciao, bonsoir. Tu pars dans une autre équipe, mais tu te casses d'AG2R, tu te casses des équipes françaises et d'une équipe qui, normalement, fait partie du MPCC en plus, AG2R. Donc je trouve que AG2R est très gentil parce qu'ils l'ont juste suspendu pour le moment. Alors, est-ce que c'est pas un problème avec le droit du travail français? Je ne sais pas. Mais bon, je trouve ça dommageable. Surtout que c'est un jeune coureur, Alex Baudin. Ça va te suivre toute ta carrière, ce comportement-là. Pas très fut-fut, en plus de sa part. Bon, sur le Tour de France, on revient sur le Tour de France. En plus, j'ai mis Félix Gall. Pourquoi Félix Gall? Parce qu'une étape, qui était l'étape la plus dure de ce Tour de France, plus le général, c'est du très lourd. En sachant qu'en plus, il regrettera quand même le temps perdu au Pays Basque, parce que pour moi, il était capable d'aller chercher le top 5. Félix Gall, vraiment de ce Tour de France, il était dans le top 5 des coureurs en montagne. Il regrettera ça. Il regrettera également Vingegaard et Pogačar sur l'étape du Markstein, où il y avait peut-être mieux à faire au niveau stratégique. En flop, O'Connor. Mais c'est un petit flop quand même, O'Connor, parce que on l'a vu quand même dans des échappées. Il a fait un gros travail pour Félix Gall. Donc pour un mec qui certes a eu un Tour de France difficile, en deçà de ses attentes, je trouve que contrairement à Movistar, contrairement à d'autres formations, AG2R, ils ont réussi à se remobiliser. Et puis déception aussi, c'est que les deux Belges, Naesen de Wulf, Promio, ce ne sont pas des sprinteurs, hein, donc quand on les fait sprinter, ça me fait toujours rire parce que c'est des mecs qui ne savent pas frotter. C'est comme quand on fait sprinter Turgis. Deuxièmement, je vois pas trop leur intérêt dans l'équipe. Je me dis qu'un Greg Van Avermaet aurait peut-être été plus intéressant dans la formation AG2R Citroën. Enfin voilà. J'ai jamais été convaincu vraiment par Oliver Naesen et encore moins par Stan de Wulf. 14/20 également pour la Jumbo-Visma. Alors certes, on gagne le Tour de France avec Vingegaard. Bon, Vingegaard, il gagne le Tour de France, il gagne le contre-la-montre, il gagne avec une marche énorme sur ses adversaires, mais par rapport à l'année dernière où la Jumbo-Visma avait dominé, cette année c'est un petit peu décevant. Il y a quand même beaucoup moins de victoires d'étape, tout simplement parce que la stratégie c'était tout pour Vingegaard et les autres, vous devez aider Vingegaard. J'ai l'impression que contrairement à l'année dernière, les autres coureurs avaient beaucoup moins de liberté, que ça soit Van Aert, que ça soit Laporte. Par exemple, Laporte, alors ça c'était déjà le cas l'année dernière, il ne peut pas jouer le sprint aux Champs-Élysées. Ça, je trouve ça un peu tristoun. Van Aert, il n'a jamais pu vraiment jouer sa carte personnelle. Les sprints, ça a toujours été compliqué pour lui. Il a abandonné très vite l'idée du maillot vert. Et puis cette stratégie qui a parfois été catastrophique de la part de la Jumbo. Je trouve que des fois ils ont eu des ratés stratégiques. Heureusement que Vingegaard était très fort, parce que je pense que si Pogačar et Vingegaard avaient été d'un niveau proche, je pense que Pogačar aurait pu gagner le Tour de France à cause des erreurs stratégiques de Vingegaard. Et puis cette peur de Vingegaard à chaque fois, cette peur de perdre le Tour de France alors qu'il avait 7 minutes d'avance, ça je ne comprends pas. Et puis le comportement de la direction sportive de cette formation. Là aussi j'ai du mal à comprendre. Tu sais que tu es épié, observé par tout le monde, que tu es sous le feu des projecteurs avec les performances de Vingegaard, qu'il y a énormément de doutes de la part des suiveurs du Tour de France. Bon, ça c'est un fait aujourd'hui. Tu ne peux pas le nier que la moitié des gens, même sans preuve, pensent que Vingegaard est dopé. Bon. Alors, à ta place, tu fais profil bas. Tu ne fais pas la communication de Johan Brunel.
Et je trouve que la communication de la direction sportive de Jumbo a été catastrophique quand ils accusent Groupama, grosso modo, d'être des alcooliques et de boire des bières. Enfin, je trouve que c'est stupide, voilà, de la part de Jumbo. Même si Groupama l'a peut-être fait, tu le dis pas. C'est quoi l'intérêt? Ça n'a aucun intérêt de dire que les autres sont mauvais. Mais la manière dont tu as communiqué la Jumbo, je trouve, a été catastrophique de la manière de faire ce genre de choses. Voilà. Tu fais profil bas dans ce genre de situation. C'est le minimum, je pense, au niveau de communication. C'est le minimum. Tu fais profil bas. Voilà. Bon, là, j'ai pas trop compris du côté de la Jumbo-Visma. Mais bon. Borans Grohe. Ah, et puis quand je vous disais, en parlant à Alex Baudin, quand je vous disais que même les coureurs moyens peuvent se doper, Alex Baudin, il a fini, je crois, 76e du Tour d'Italie. Hein. Pas toujours les très bons coureurs qui prennent des produits dopants. Du côté de la Borans Grohe, 14 sur 20, la note aurait été moins bonne s'il y avait eu que Jane Lay qui avait été vainqueur du Tour de France. Mais Jordi Meus, vainqueur sur les Champs-Élysées, comme quoi le choix de le prendre à la place de Sam Bennett était plutôt une bonne idée. C'était un bon choix de la part de Borans Grohe. Jane Lay, vainqueur d'une étape, maillot jaune pendant seulement un jour, vous allez me dire, mais qui s'est quand même bien accroché. Dommage que le Jane Lay de la dernière partie du Tour de France, après sa chute, a été beaucoup plus en difficulté. Seulement 7e du général, c'est quand même une déception. C'est vrai que sur les 10 derniers jours de course, il a été beaucoup trop discret, Jane Lay. Donc un peu décevant de ce côté-là. Il n'a pas bien fini son Tour de France. Et c'est la première fois qu'il ne finit pas bien un grand tour. Un Bob Jungels qui a été inexistant. Alors lui, Bob Jungels, c'est complètement dingue. Il sauve quand même sa tête l'année dernière sur un mois de Tour de France. Enfin, pas un mois de Tour de France, mais un mois de saison. Alors, Dauphiné et Tour de France. De Tour de Suisse et Tour de France, pardon. Cette année, on retrouve le Bob Jungels des 2 dernières années chez AG2R en dehors de cette période-là, c'est-à-dire un Jungels qui est inexistant, qui n'a apporté rien en montagne. Il a eu un apport quasiment zéro. C'est-à-dire qu'il roulait, même Castroviero était lâché après lui. Enfin, c'était le néant. Et puis le rôle de Van Poppel. Voilà, je n'ai pas compris quel était son rôle. Est-ce que c'était sprinter numéro 1? Est-ce que c'était co-leader du sprint? J'ai pas compris le rôle de Danny Van Poppel sur ce Tour de France. Est-ce que c'était poisson pilote, co-leader? Voilà, j'ai pas compris. Voilà, Van Poppel sur ce Tour de France. On poursuit avec la Cofidis. Du côté de la Cofidis, 15 sur 20. Que dire de la Cofidis? 2 victoires d'étape, plus Guillaume Martin au général. Bon, même si Guillaume Martin au général, il y a quand même un gros écart avec la leader, c'est quand même pas mal. J'ai oublié de vous donner les points encore de la Jumbo, mais j'ai oublié AG2R, Jumbo et tout ça. Du côté d'AG2R, on a récupéré, que je retrouve AG2R, AG2R Citroën Team, 84 980 €, c'est la 9e équipe en termes d'argent. Jumbo Visma a récupéré 664 000 €, c'est l'équipe qui a gagné le plus. Cofidis a gagné que 57 760 €, c'est la 11e équipe. Et la Borans Grohe a remporté 58 700 €, c'est la 10e équipe du côté de ce palmarès. Avec une Lotto, une Borans Grohe qui finit 6e au niveau du point récupéré en World Tour. Jumbo Visma finit 2e, derrière UAE à 5 points près. AG2R finit 8e avec 1515 points, 1515 Marignan. Et puis c'est tout. Voilà, du côté des points. Et Cofidis, finit avec 1320 points. Donc juste derrière la Lidl Trek devant la Groupama. Bon, 2 victoires d'étape. Victor l'a fait excellent le 2e jour qui a été très bon. Porteur du maillot vert également pendant 2 étapes de tête. Yon Izagirre qui gagne une magnifique étape avec l'aide de Guillaume Martin qui a fait un super boulot ce jour-là. Guillaume Martin qui fait 10e du général, même si l'écart avec les top leaders est un peu important et je trouve qu'il y a une petite régression quand même au niveau physique du côté de Guillaume Martin par rapport aux meilleurs coureurs. Et puis toujours pas de victoire d'étape pour Guillaume Martin. En flop, Cocard sur la dernière semaine.
qui a été beaucoup trop discret, mais il était beaucoup trop discret parce qu'il y a eu beaucoup d'abandon du côté de cette formation Cofidis. On a perdu Zinglé, on a perdu Geschke, on a perdu Anthony Perez, Alexis Renard, Victor Lafay. Donc voilà, ça a été trop difficile seulement avec Zinglé de finir ce Tour de France au niveau des sprints. Donc voilà, il manquait un petit peu de monde du côté de la Cofidis sur cette dernière semaine de course. Lidl Trek, 15 sur 20 également. Pourquoi j'ai mis 15 sur 20? J'ai vu des mecs qui ont mis moins à la Lidl Trek. Moi, je trouve que c'est quand même une équipe qui marque, donc qui est 10e au classement, 9e au classement UCI sur ce Tour de France avec 1510 points marqués à 5 points en plus AG2R. Qui récupère quand même 102 080 € au niveau argent. C'est la 7e équipe dans ce classement. Je trouve que c'est une équipe qui a fait un bon Tour de France avec un Giulio Ciccone qui s'est battu pour le maillot à pois, qui a fait honneur au maillot à pois avec une équipe qui s'est bien démenée pour le maillot à pois, plus le magnifique sprint de Mats Pedersen à Limoges qui a été hyper impressionnant ce coup-là avec 30 coups de pédale. Normalement, c'est 20 un sprint. Donc il a fait quasiment 20% de plus d'efforts qu'un sprint traditionnel. Donc c'était vraiment un sprint de déménageur, un sprint de longue durée sur 300-350 mètres sur ce sprint à Limoges. Et puis Tony Galopin qui a fait un gros travail d'équipier. C'est depuis longtemps que je n'avais pas vu Tony Galopin à ce niveau-là. Je pense que le fait d'annoncer sa retraite, je pense qu'il le sait depuis quelques temps. Ça l'a libéré. Il a fait deuxième du circuit Getxo également cette semaine. Ça lui a fait beaucoup de bien. Voilà, Tony Galopin, je pense, l'annonce de cette retraite, c'est un poids en moins, je pense, à porter sur ses épaules. Du côté des flops, Skel Moseux qui n'a pas réussi l'examen de passage de grand leader de grand tour. C'est-à-dire qu'il est passé un petit peu à côté. Et puis Juan Pedro Lopez qui a été complètement inexistant. Jasper Stuyven également peu présent, mais Juan Pedro Lopez, il a fait quand même un petit rôle quand même de poisson pilote pour Pedersen. Mais Juan Pedro Lopez, nulle part depuis le début de saison. C'est compliqué pour le coureur espagnol qui pourtant était très intéressant l'année dernière. On passe désormais au haut du panier, les 4 équipes qui ont réalisé le meilleur Tour de France. Alpecin de Koninck, 16 sur 20. Philipsen qui a dominé les sprinteurs avec 4 victoires d'étape. Il a été vraiment impressionnant avec un gros travail collectif de cette formation pour les sprints, du grand Van Der Poel, mais une équipe du grand Sylvain Didier également pour amener les sprints pour Philipsen, mais qui a été au-dessus du côté des sprinteurs, ce qui leur permet de récupérer énormément d'argent parce qu'ils ont récupéré 108 470 €, ce qui est le 6e dans ce classement des primes de course. Et au niveau des points UCI, 1565 points, donc 7e du côté des points UCI. C'est quasiment pareil que la Bora. Je peux vous dire que c'était vraiment très bien. Mais en contrepartie de cette Philipsen dépendance, eh bien, on a un Van Der Poel qui a été trop discret en échappée. Alors, il a fait un gros travail, encore une fois, pour Philipsen, mais il a été trop discret en échappée. Et puis, un Quinten Hermans, qui était Monsieur Casper de ce Tour de France. Alors, si quelqu'un a vu Quinten Hermans sur ce Tour de France, qu'il m'envoie un message sur papier libre, parce que vraiment, je l'ai trouvé inexistant. On passe au podium des 3 équipes qui ont le mieux réussi ce Tour de France. Et bien 3e, Ineos Grenadier, 17 sur 20 pour Ineos. Pourquoi je mets 17 sur 20 à Ineos? Carlos Rodriguez, victoire d'étape, plus top 10 malgré la chute. Il s'est bien accroché, donc c'était pas mal Carlos Rodriguez. C'est sûr qu'on aurait aimé, pourquoi pas un podium. Il avait la tête, il avait le profil du mec qui pouvait aller chercher le podium, mais sa chute et une dernière semaine un petit peu plus compliquée en ont décidé autrement. Bon classement par équipe également pour Ineos, donc ça c'est bien. Pidcock qui a tenu 2 semaines, mais on aurait préféré qu'il tienne 3 semaines parce que c'est vrai qu'en dehors du classement général, Pidcock, au niveau victoire d'étape, au niveau d'échappée, il a été très discret. Mais je pense que Pidcock
À l'avenir, on le verra jouer le général sur les grands tours beaucoup plus. Kwiatkowski, victoire d'étape au Grand Bornand. Toujours là, Kwiatkowski, quand on ne l'attend pas. Enfin voilà, c'est un coureur qui arrive toujours à s'en sortir. Et puis, je dirais que collectivement, c'est une équipe qui a fait un bon Tour de France, alors qu'on avait un petit peu des doutes sur cette formation au départ du Tour de France. En flop, Daniel Felipe Martinez, toujours inexistant depuis le Tour de Suisse l'année dernière. On ne comprend pas trop ce qui se passe, mais il n'est pas là. Bernal, qui, moi, je m'attendais à le voir un peu plus en échappée. On ne l'a pas vu en échappée. Il a fait un gros travail pour Carlos Rodriguez, mais va-t-il retrouver son niveau? Et puis, pas de leader pour un podium aussi sur ce Tour de France, à part Rodriguez. Mais c'est vrai que on peut se demander si on avait eu un Ben O'Connor à son niveau, il aurait peut-être eu du mal à jouer le podium à la régulière. Donc ça, c'est un petit peu dommageable du côté d'Ineos. Deuxième équipe, roulement de tambour, CUAE, Team Emirates, 18 sur 20 pour moi. Pourquoi? Deux coureurs sur le podium, avec des joueurs en jaune pour Adam Yates, avec un Pogačar qui a été très présent sur ce Tour de France, même si on a bien compris que la préparation tronquée plus le fait qu'il n'ait pas pu repérer toutes les montées ont été un problème pour Pogačar sur ce Tour de France. Mais je trouve que ça a été un perdant valeureux. Et puis deux victoires d'étape quand même, hein. Une pour Adam Yates, une pour Pogačar. C'est très bien également du côté de la UAE. En flop, pas le maillot jaune à l'arrivée alors que c'était l'objectif. Et puis une équipe qui n'était pas si solide que ça en haute montagne. Alors il y avait Adam Yates, mais c'est vrai que je trouve que Maïka, je trouve que Marc Solé ont été assez décevants sur ce Tour de France dans cette formation UAE. Donc voilà, petite déception de ce côté-là pour UAE Team Emirates. Maïka, Solé, je m'attendais à mieux de ces coureurs-là. Je m'attendais à une équipe vraiment plus solide que Jumbo, alors qu'on a vu que c'était à peu près similaire avec la Jumbo du côté de UAE. Et puis donc, équipe qui a le mieux réussi le Tour de France pour moi, eh bien c'est la Bahreïn Victorious, 19 sur 20 en termes de notes. Pourquoi? 3 victoires d'étape avec 3 coureurs différents. Je pense qu'ils ont bien rendu hommage à Gino Mäder. Pello Bilbao également, qui fait un bon classement au général, donc ça c'est très bien pour le coureur espagnol. Et puis Bauhaus qui a fait 10 premiers jours de course très intéressant jusqu'à Moulins. Après Moulins, ça a été un petit peu plus compliqué pour le coureur allemand, mais qui a été l'un des sprinteurs les plus réguliers du peloton en première moitié de course. Et pourtant, un Tour de France qui était très difficile avec la mort de Gino Mäder. La préparation de ce Tour de France a été très compliquée avec Gino Mäder qui était dans les pensées, mais ils ont voulu rendre hommage à Gino Mäder et je trouve qu'ils l'ont bien fait. Le seul flop pour moi de la Bahreïn Victorious, c'est Mikel Landa qui a été trop discret pendant l'épreuve. Bon, on passe au bonus track de cette vidéo. Pardon, je me gratouille le nez. Avec la Classica San Sébastien, une course qui est déjà toujours dure à analyser, tout simplement parce qu'il faut déjà avoir le temps de la voir, tout simplement, vu que cette Classica San Sébastien se déroule une semaine après le Tour de France. Et souvent, moi, j'ai pas vu tant de Classica San Sébastien que ça, parce que je vous le dis souvent, c'était la période où je faisais la pause, un peu de cyclisme pendant une semaine, 10 jours, pendant très longtemps. J'avais besoin de faire une pause un peu de sport, de regarder de sport, donc souvent c'était après le Tour de France, donc c'est pour ça que j'ai pas vu beaucoup de Classica. Moi j'ai vu la victoire de Galopin et Nelson Poles, voilà, donc j'ai pas beaucoup d'expérience sur la Classica. Et qu'en plus, il n'y a pas toujours beaucoup de choses à dire parce que c'est une course qui se fait à la pédale. Souvent, c'est le plus fort qui s'impose. On a eu du grand Remco Evenepoel sur cette Classica, hein, donc les top et flop, hein, vous allez voir. Donc en top, du grand Remco Evenepoel, c'est vraiment sa maison. Déjà 3 victoires pour Remco, il a déjà le record, en fait, il co-détient le record de victoire, mais en fait c'est un parcours qui est presque parfait pour lui. Une côte à 40 bornes de l'arrivée, une dernière côte à 8 km de l'arrivée, c'est parfait pour lui, pour ses qualités. C'est un parcours qui lui convient à la perfection. Gesquibel, c'est une montée où il peut mettre beaucoup de rythme et c'est parfait pour lui. Plus une période de l'année où
par rapport à ses objectifs de la saison, il est toujours bien préparé, eh bien ça fait vraiment du ménage pour Remco Evenepoel. Et puis, il n'y a pas toujours non plus une grosse opposition. Là, bon, il y avait quand même Vlasov, Bauhaus, il y avait quand même des bons coureurs, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de faire une équipe pour la Classica San-Sébastien parce que tu as les mecs qui ont fait le Tour de France mais qui ont fini fatigués, parce que là en plus cette année tu as les championnats du monde, donc c'était pas facile de réunir une grosse liste de départ, mais c'est vraiment la course parfaite avec Liège, je dirais pour Remco. C'est vraiment deux classiques qui conviennent parfaitement à ses qualités de rouleur et à ses qualités d'attaquant et d'excellent baroudeur. Bilbao qui a fini sur cette Classica sur la forme du Tour de France. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais du côté de Bilbao, ça a été encore du bon boulot. En plus avec cette ambiance du côté du Pays Basque. Alors il a été battu au sprint par Evenepoel, mais Evenepoel, il l'avait montré avec Sickert pour ceux qui avaient encore des doutes. Mais bon, on l'avait vu également sur le Tour du Pays Basque. Il a réglé ce problème de sprint. Maintenant, c'est un pas mauvais sprinter. C'était même surprenant qu'il n'arrivait pas à être bon au sprint, Remco Evenepoel, mais il a vraiment réglé ce problème-là. C'est un coureur qui progresse chaque année. Il arrive à régler ses points faibles chaque année. C'est ça qui est très fort avec Remco. Et Bilbao qui est tombé sur plus fort que lui, mais qui fait quand même un excellent mois de juillet. Et puis Romain Bardet dans l'échappée, qui remporte le classement de la montagne, si je ne me suis pas trompé. Je pense que ça lui a fait du bien à la tête de partir en échappée, c'est ce qu'il disait un petit peu en interview, parce que le Tour de France a été compliqué. En plus, il n'était pas tout à fait au top au niveau physique. Et je pense que ça lui a fait du bien à Romain Bardet, cette Classica San-Sébastien, donc il était très content. Du côté des flops, EF, avec un Piccolo qui est assez absent depuis le début de saison. C'est un coureur que j'attendais beaucoup cette année, qui avait bien fini l'année dernière avec EF. Bon, là, qui a abandonné. Et puis Benelli, qui a fini assez loin, qui a souffert sur cette course. Parmi les flops également, Quinton Herman. Bon, après, c'est un peu pareil que sur le Tour de France, mais bon, pour un mec qui a fait deuxième de Liège-Bastogne-Liège l'année dernière, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Et puis Roger Adria, parce que je trouve que le coureur de Kern Pharma n'arrive pas à franchir un cap pour le moment, et ça me déçoit un petit peu. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette longue vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao!